passer une petite heure ensemble sur la thématique de l'industrie 4.0 sous forme de table ronde. Ce que l'on a voulu, c'est d'organiser ça sous forme de témoignage d'entreprise. Vous avez ici des témoins qui vont prendre la parole successivement. Rapidement, on va se présenter avec Xavier. Donc, on anime sur le territoire de la Drôme la French Tech, et notamment la partie innovation industrielle à travers un groupe qui s'appelle IoT Industrie. Est-ce que tu veux en dire un petit mot, Xavier, vite fait ? Alors oui, donc Xavier Masclot du Moulin Digital. Ce groupe IoT Industrie, c'est un groupe de la French Tech, donc qui travaille sur montrer ce qu'on peut faire avec les objets connectés dans l'industrie. Donc c'est un groupe qui a une mission de vulgarisation, de diffuser l'information et puis de répondre aussi à des porteurs de projets qui auraient des besoins sur le sujet. Voilà un petit peu l'ambition de ce groupe. Donc la plupart des gens qui sont ici sont membres de ce groupe et on vous propose, si vous le souhaitez, d'échanger avec nous sur ce sujet de l'industrie 4.0. Et pour échanger, la première solution du numérique, c'est de vous demander de sortir un truc dans votre poche gauche, votre téléphone, et on va faire juste deux petites questions à travers un jeu et d'aller sur une adresse URL qui s'appelle www.bicast.live. Donc B, ça va s'afficher à l'écran dans à peu près 2 secondes et demie. Projeter la session. Bicast.live, B-E-E, ça va apparaître dans à peu près, voilà. B-E-E-K-A-S-T.live, L-I-V-E. Et vous allez rentrer le code de session D-A-I-H. D-A-I-H. Donc bicast.live. Et le code de session, le code de jeu donc est le D-A-I-H. L'idée, c'est qu'on ne peut pas faire un tour de chaise et savoir qui est en face. On va vous demander juste deux petits trucs. Tout le monde a pu se loguer ? Ok. Deux petits trucs. La première, Xavier, c'est un nuage de mots. Selon vous, qu'est-ce que vous évoque l'industrie 4.0 ? Allez-y, lâchez-vous. Les mots qui vous viennent quand on évoque le mot industrie 4.0. À quoi ça vous fait penser ? Et les mots vont apparaître au fur et à mesure que vous les nommez. Vous pouvez mettre plusieurs mots si ça vous intéresse, si ça vous dit. Et les mots qui seront communs à vous, forcément, sont grossis par rapport aux autres. Et on attend les premiers. T'as lancé la session ? Lancez la coupe. Vous l'avez sur votre téléphone ? Ouais, c'est bon. C'est pas grave. Voilà. Normalement, vous l'avez maintenant et vous pouvez jouer maintenant. Non, c'est ça, c'est là. Allez-y. C'est parti. Non, je l'ai pas. Alors, innovation, transfo, Kobo, temps réel, nécessité. Ok, on a mis un petit chronomètre, donc normalement on va attendre 20 secondes et après on coupe le jeu. Changement. Ok, allez, on arrête l'activité. Donc si on regarde le premier mot qui revient le plus souvent, c'est le mot innovation. Ça tombe bien. Mais il y a des mots qui sont rigolos, enfin rigolos. Nécessité.
c'est peut-être pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Nécessité, ça voudrait dire que c'est presque une contrainte pour l'entreprise d'aujourd'hui d'aller vers l'industrie 4.0. Il y a le mot COBO, il y a le mot changement, il y a le mot IA, intelligence artificielle, il y a le mot automatisation, flux tendu, temps réel. Et ben, c'est tous ces sujets-là que les entreprises vont probablement parler dans les minutes qui viennent. Et on va vous demander maintenant une deuxième activité qui est, selon vous, quelle technologie parmi celles qui vont être citées sur votre téléphone aura le plus d'impact dans l'industrie? Et vous avez normalement 5 propositions. De mémoire, la fabrication additive, les objets connectés, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les données et l'intelligence artificielle. Et la cobotique. Et la cobotique, merci, j'ai oublié. Donc là, on n'affiche pas le sondage de résultats, on vous laisse 20 secondes et on affiche. Donc vous avez 20 points à répartir. Vous avez 20 points à répartir parmi ces priorités-là. Allez. 5. Je vois encore des gens qui sont sur le téléphone. 4, 3, 2. C'est bon? Allez Xavier, vas-y. Alors, 28% pensent que c'est les objets connectés, qui est finalement celui qui sort en premier, sauf si tu fais descendre l'ascenseur pour voir en bas, tout en bas. Pardon. Ok, donc c'est par ordre prioritaire. Donc le premier que vous avez jugé prioritaire, ce sont les objets connectés. Deuxième, l'IA. Troisième, réalité augmentée, réalité virtuelle. On fera peut-être un distinguo entre les deux. Ensuite, la partie fabrication, non, la partie, pardon, excusez-moi, robotique, et enfin, la partie fabrication additive. Ok, ben, merci d'abord de cette petite participation. On va peut-être couper l'écran si c'est possible. Voilà, merci beaucoup. Et maintenant, on va passer donc du coup en mode plutôt témoignage. Et d'abord, qui sont les témoins, qui sont autour des chaises? On va vous demander à chacun de vous présenter très rapidement. Bonjour, donc moi je suis Julien Vinet, l'un des fondateurs de RFIT Technologies. Et donc RFIT Technologies, on est une société qui fournit des solutions connectées pour l'industrie 4.0 à Saint-Marcel-les-Valences. Bonjour, Théo de Lausanne, Crouzet à Valence. Je suis ingénieur méthode, je travaille sur amélioration continue et gestion de projet au sein de notre usine. Bonjour, Dominique Ribet, je suis directeur marketing de la société Precia Mollen, qui est un fabricant français de matériel de pesage implanté à Privas. C'est un peu plus de 1100 personnes, 18 filiales et 125 millions d'euros de chiffre d'affaires pour rester concis. Bonjour à tous, Sylvain Rollet, je suis le dirigeant de Carry Électronique. On est spécialisé dans la sous-traitance électronique, on conçoit et on fabrique des systèmes électroniques, bien sûr. Bonjour, Bénédicte Durand, moi je suis directrice générale du groupe Messelec Composites. On a pour ambition de réinventer l'industrie et de défendre nos industries et fabriquer en France, et à ce titre-là, on prend beaucoup dans l'industrie du futur. Bonjour, Didier Massabio de la société Rational Consulting à Montpellier. Notre cabinet est un cabinet d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en place de RP dans les entreprises, que ce soit un projet initial ou en optimisation. Et on est là pour faire le lien entre l'éditeur de RP ou l'intégrateur et le client. Et donc Pascal Sarrazin, c'était marqué l'image pour les Valences, donc une solution de marquage codage industriel. Moi je suis plutôt sur la partie R&D, développement des systèmes. Alors, il y a une question qui me vient dans le tour de table. Là, a été nommé le nom Industrie du futur. On l'a appelé Industrie 4.0. Sylvain, c'est quoi l'industrie 4.0 et c'est quoi la différence entre l'industrie du futur et l'industrie 4.0? C'est la même chose, c'est différent? Oui, rebonjour. Donc c'est à moi qui est revenu la lourde tâche de vous expliquer d'où vient l'industrie 4.0. Alors si on l'avait appelé la 4e révolution industrielle, ça serait moins sympa, ça ferait moins joli. Donc industrie 4.0, ça nous fait penser à Web 2.0, ça nous fait penser à des choses actuelles, mais c'est bien une 4e révolution industrielle qu'on va vivre avec l'avenant du digital. Donc c'est intéressant de faire un petit peu d'historique. Au 18e, enfin du 18e et au 19e siècle,
On connaît tous la grande révolution industrielle avec l'avènement de la vapeur qui a révolutionné le travail de nos agriculteurs, de nos ancêtres qui sont passés des champs à l'usine. Ensuite, on a eu une deuxième révolution industrielle avec la production de masse, la mise en place des lignes de montage, grande série, le travail à la chaîne du début du 19e siècle. La troisième révolution industrielle, qu'on n'a pas forcément appelée comme ça, mais qui est arrivée dans les années 80 avec la robotisation d'un certain nombre d'industries, en particulier l'automobile, mais avec des robots qui sont fermés dans des cages, qui ne sont pas forcément simples à programmer, qui échangent pas forcément avec l'environnement, et en tout cas pas avec les opérateurs ou les personnes qui sont autour d'eux. Et c'est ce qui a permis l'arrivée depuis quelques années du numérique, du digital, de rendre interopérables et accessibles toutes les informations, toutes les données, les fameuses data dont vous allez entendre parler tout à l'heure, de les rendre accessibles et de les utiliser pour interagir via des objets connectés, via des capteurs, d'interagir avec les robots qui viennent des cobots pour robots collaboratifs. Donc voilà quelques exemples et on va essayer de vous expliquer, de démocratiser, de vulgariser tous ces noms barbares. Donc en résumé, on parle beaucoup de numérique dans l'industrie, mais si on regarde en termes d'exemples, comment ça se traduit dans les entreprises, est-ce que Julien, tu aurais un exemple de comment le numérique rentre dans l'industrie et qu'est-ce que cela change ? Oui, alors je pensais vous parler d'un projet sur lequel on travaille depuis quelques années avec le groupe Nexans. Donc ce groupe Nexans est fabricant de câbles électriques pour l'industrie. Et donc avec eux, on a mis en place une solution de gestion de stock partagé entre les usines et les clients Nexans. Donc la gestion de stock, tout le monde en fait, généralement en interne. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quelque chose qui allie plusieurs technologies, donc la RFID, les technologies du cloud computing, et sur lesquelles on a appliqué quelques modèles en gestion de supply chain, dont un qui s'appelle le demand driven. Et donc, en fait, on a Nexans qui approvisionne ses usines en câbles en fonction des consommations des clients directement. Donc, on a un système temps réel de réception de stock, de consommation chez le client, connecté directement avec l'usine Nexans qui va pouvoir réapprovisionner à la demande. Donc ça permet à Nexans d'être plus proche de ses clients, fournir à la demande, d'éviter les ruptures, et pour le client, ça lui permet d'avoir un volume d'inventaire moindre, tout en ayant une réactivité beaucoup plus importante parce qu'il déclare en automatique ses consommations. Est-ce que ça change le process de décision ? Parce que qui valide la commande, qui valide la décision de prendre la commande ? Alors, par rapport à Nexans, dans le business du câble, généralement, on avait 2 commandes tous les 6 mois. Là, grâce à ce système, Nexans engage son client sur de la récurrence, donc sur une durée de contrat beaucoup plus importante, par exemple 3 ans, avec ce système qui permet de réapprovisionner la demande. Ensuite, en termes de gains, pour le client, c'est moins de stock immobilisé, donc moins de trésorerie à l'instant T, puisqu'il est vraiment livré en juste à temps à la demande. C'est aussi moins d'espace de stockage, parce que des tourées de câbles, ça prend de la place. Et donc, on a des ratios qui sont relativement importants, avec une diminution du stock de 40% quand même, et la zone de stockage qui est réduite également de 30% grâce à un système, je dirais, logistique connecté entre l'usine et le client. Ça change le modèle économique du coup de l'entreprise et ça change son ouverture par rapport à ses clients. C'est une offre de service que Nexans met à disposition de ses clients, et donc c'est un service numérique qui vient en complément de l'offre produit Nexans pour innover par le service et être différent finalement d'un concurrent qui fournirait uniquement du câble. D'accord. Chez Crouzet, j'ai cru comprendre que sur les lignes de production, les opérateurs avaient aussi changé un peu leur mode de travail. Récemment, qu'est-ce que vous avez implémenté qui fait du sens avec l'industrie 4.0 qui concerne l'opérateur? Alors nous aujourd'hui, les opérateurs ont tous sur leur poste de travail une tablette numérique qui est connectée avec leur ligne de production, et en fait ils ont en temps réel les informations de leur production avec les revues qu'ils ont eues, les arrêts qualité, les différentes problématiques qu'on pourrait rencontrer au jour le jour. Et ces données sont connectées avec notre système de gestion de ces data qui permet au management une prise de décision plus efficace, d'avoir les informations au bon moment, d'avoir les bonnes informations
et de pouvoir tout de suite pouvoir travailler sur le problème qui a été rencontré. En plus de ça, sur la ligne de production, les opérateurs ont accès à tous leurs documents de production, les fiches de poste, les gammes, etc. Sur les dernières versions à jour, ça évite d'avoir des tas de classeurs sur les postes de travail et de devoir faire tout le temps la mise à jour manuelle des papiers qu'on pourra avoir sur le poste. Une remarque, une question. La remarque, c'est que tous les deux, du coup, vos témoignages sont sur une partie de gain de temps. On gagne du temps, au-delà de la partie financière du stock, mais on gagne du temps. On a l'information le plus vite possible. Et une question, du coup, des opérateurs qui se retrouvent à travailler sur une tablette, ça a demandé une conduite de changement forte, ça a posé des questions, ça a été rapide, ça a été fluide, ça a été compliqué. Alors plutôt fluide et simple. En fait, la solution qu'on a choisie, on a essayé de trouver quelque chose qui soit le plus ergonomique possible et le plus facile à prendre en main pour les opérateurs. Justement, en fait, la clé pour nous, c'était eux. Si on fait une solution, si on met en place une solution que les opérateurs ne s'approprient pas, on n'arrivera pas à la faire vivre et à la garder dans le temps sur une ligne de production. Il y a des astuces pour ça? Pas vraiment. C'est les tablettes de tout le monde? C'est les tablettes classiques? C'est les tablettes spécifiques? Oui, au final, on appelle tablette, mais c'est juste un écran tactile qui est mis sur le poste de travail. Donc, c'est une tablette classique. Merci pour vos témoignages. Dans vos deux témoignages, je pense qu'il y a des choses assez importantes. Il y a la partie gain, optimisation, simplification également pour les opérateurs. Il y a une deuxième partie qui m'intéresse, c'est plus dans ce que tu disais, Julien, par rapport à la relation avec les clients. Finalement, ces technologies, elles vont aussi transformer la relation qu'on a avec les clients. Et est-ce que tu peux nous en dire plus dans le cadre de ton exemple avec Nexans? Oui, dans cet exemple, je pense que le modèle d'affaires est transformé. Je ne peux pas parler au nom de Nexans, mais en tout cas, dans les appels d'offres qu'ils ont, ce qui fait la différence, c'est tout le service à côté finalement, et ils se retrouvent à répondre à des appels d'offres et à le gagner parce qu'ils proposent le service logistique en complément de l'offre produit qu'ils ont actuellement. Donc on a vraiment une transformation de la demande et des attentes des clients. Oui, ils veulent le produit, mais ils veulent aussi le produit livré dans la bonne quantité, en juste à temps et en leur simplifiant toutes les problématiques quotidiennes qu'ils peuvent avoir dans la gestion de ce produit. Transformation du modèle, migration vers des offres de services complémentaires. Chez Precia, je crois que c'est aussi un petit peu quelque chose que vous avez mis en place. Alors tout à fait. Alors effectivement, il y a une partie transformation digitale en interne qui va concerner les process de production, etc. La révolution chez Precia, c'est un petit peu plus effectivement dans l'offre de services qu'on va mener aux clients. Alors le pesage, il y en a partout. On est sur un métier de niche, mais qui est complètement transversal. Vous en avez probablement vu, des petites balances dans les supermarchés, etc. On intervient partout dans la réception des matières premières, dans le process, dans le stockage, le conditionnement, dans l'expédition et puis même dans la facturation, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont facturées en fonction du poids. Donc on est un petit peu des Jourdains du digital, parce que la première opération qu'on fait quand on veut donner une information de poids, c'est de numériser un signal analogique. Donc la première chose, c'est déjà ça. Et puis ensuite, en fonction de l'endroit où on se trouve dans l'entreprise, on va devoir fournir de la donnée. On va devoir la fournir presque en temps réel quand il s'agit par exemple de faire du remplissage de contenants en fonction du poids, où là on a besoin de donner une information extrêmement rapide pour que le remplissage se fasse avec une grande précision aussi. Et puis après on va avoir de la donnée stockée dans le cas effectivement de la partie stockage ou de la partie expédition et des notions de traçabilité qu'on trouve beaucoup dans l'agroalimentaire. Et en fait, toutes ces données-là, la première révolution en interne, ça a été de rendre nos matériels communicants, soit vers des systèmes de gestion de type PC pour les données effectivement de gestion, soit dans le cadre du process, on est plutôt relié à des réseaux d'automates avec ce qu'on appelle des bus de terrain avec des contraintes de temps qui sont différentes. Et donc, dans une entreprise, on récupère des données, des informations de poids, effectivement à l'entrée des matières jusqu'à l'expédition. Et notre ambition aujourd'hui, c'est de fournir à ces clients-là de nouveaux outils qui vont leur permettre d'avoir une idée de leur performance et d'améliorer leur performance globale en fonction des données qu'on va traiter en récupérant les informations de poids. Le challenge aujourd'hui, pour nous, c'est ça, et on l'illustrera peut-être tout à l'heure dans un métier particulier. Voilà. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a une question. Soit vous parlez. Je vais la reformuler.
pour que tout le monde entende, est-ce qu'il faut des métiers particuliers que sont des data analysts pour effectuer cette transition numérique? Alors en ce qui concerne l'activité du pesage, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère des données à bas niveau, on les agrège dans une base de données normée. Alors vous avez peut-être entendu parler de MES, Manufacturing Execution System. Une fois que ces données sont agrégées dans cette fameuse base de données, on va interroger la base avec une business intelligence. On va construire des requêtes qui vont servir de base à l'élaboration de rapports. Ça, c'est la première étape, de donner un état. Et puis ensuite, de travailler effectivement avec un petit peu d'intelligence artificielle pour aller un petit peu plus loin et faire de la préconisation au client en disant si tu veux améliorer ta performance, tu dois intervenir à tel et tel endroit de ton process. Et nous, on est capable de donner de l'information poids. Peut-être qu'il faudra rajouter des instruments à certains autres endroits pour être plus pertinent et pour améliorer encore cette préconisation. Voire, et ça c'est aussi un petit peu la largeur de notre offre, faire intervenir d'autres informations de base que le poids. On est capable aussi de faire ça. Donc du coup, les outils qu'on met à disposition ne demandent pas forcément une technicité particulière au niveau des gens qui vont l'utiliser. Les outils ont été développés pour fournir des graphes, des informations qui vont être lisibles en temps réel par les utilisateurs, quel que soit leur niveau. Bon, il y a des informations qui sont différentes en fonction du niveau des utilisateurs, mais il n'y a pas besoin. Le traitement, il est fait dans l'outil qu'on fournit. Vous n'avez pas besoin, vous, de mettre des moyens avec une formation particulière pour traiter les données. Sur cette question des données, on voit qu'il y a des capteurs, il y a des objets connectés, ça génère pas mal de données, des nouveaux métiers qui émergent. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qu'on pourrait recenser en termes de gestion des données? Je pense peut-être que Didier, tu pourrais nous apporter ton témoignage sur cette partie gestion des données. Avec l'arrivée de l'industrie 4.0, on a remarqué au niveau des logiciels de gestion d'entreprise, les ERP, un accroissement du volume de données à traiter, un accroissement aussi de la complexité des données à traiter et de plus en plus des temps de traitement qui doivent être de plus en plus courts. Donc par rapport à ça, la situation un peu a changé entre le 3.0 et le 4.0. Le RP n'est plus le maître qui va donner des ordres à la robotique et à la production. La situation s'est un petit peu inversée. C'est la robotique qui nous donne les informations et c'est le RP qui doit s'adapter. Donc face à ça, la complexité... Le demand driven, c'est le data driven. C'est ça. Donc la complexité qu'on va retrouver finalement dans le RP, qui lui doit être décisionnaire et qui doit gérer l'ensemble. Nous, chez Rational Consulting, à Montpellier, on a développé une solution de test d'automatisation. C'est en fait une industrialisation des tests de RP. Donc avec notre partenaire SmartBear, on a une solution pour être capable de traiter des centaines, voire des milliers de scénarios de tests en quelques heures. Notre exemple phare, c'est la Mutuelle des Motards à Montpellier. Qui a un ERP assez complexe au niveau de la tarification de ses clients et qui a 3000 scénarios de test à tester le plus rapidement possible. Donc vous imaginez bien, quand on a 3000 scénarios de test à tester, on ne va pas prendre 10 personnes pendant 4 semaines pour faire ça. Donc on a un logiciel qui traite ça en quelques heures et ça leur permet de pouvoir faire des livraisons de logiciels hebdomadaires et en quelques heures d'avoir une liste très rapide de tous les bugs critiques ou les bugs mineurs qui ont été identifiés. Et donc ça leur permet de pouvoir traiter cette masse d'informations et cette complexité de scénarios de test qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Voilà. Merci. Donc Pascal, peut-être que sur l'enjeu de la donnée, on a parlé de valorisation de la donnée, de gestion de la donnée. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques en termes de gestion de données à mettre en place pour réussir en fait son programme d'industrialisation 4.0? Sur la gestion de données, je ne serais certainement pas le plus pertinent parce que je ne travaille pas sur la partie ERP et données. Par contre, donc je peux rebondir sur ce que disait Didier, merci. Sur la volume de données, c'est qu'aujourd'hui c'est un des enjeux qu'on a sur nos systèmes industriels et ce que Pressia Molène rencontre également sur comment on remonte cette information-là. Et jusqu'à maintenant, on était plutôt sur des protocoles propriétaires, chacun ramenait un petit peu sa donnée sous son format-là, d'où une complexité énorme pour la traiter en amont au niveau du MES pour la générer. Et aujourd'hui, on va de plus en plus vers de la standardisation, donc là, une grosse activité
de normalisation, de standardisation pour pouvoir intégrer ces données-là et que l'intégration, l'agrégation de l'information soit beaucoup plus transparente. Donc ça, c'est une vraie accompagnant de cette révolution-là, en fait, de standardiser l'accès à la donnée pour que ce soit facile, ouvert, que nos systèmes soient beaucoup plus interconnectés, intercommunicants. C'est un enjeu parce que c'était pas du tout notre façon de travailler jusqu'à maintenant. On était un peu dans notre bulle à dire bah voilà, notre machine a fait ça, on va vous donner cette information-là, faites-en ce que vous voulez, débrouillez-vous avec ça. Et au niveau, donc si je fais la transition vers les bonnes pratiques et la façon de gérer ces métiers-là, c'est qu'on va vers une transition où on avait une grosse activité autour de j'adapte ma ligne de production à des machines de fabricants différents parce que chacun, c'est un peu la jungle, c'est un peu le Far West, donc il faut arriver avec des super bricoleurs qui arrivent et qui disent moi je sais parler le protocole de la machine Intel, je sais parler le protocole de la machine H1, je vais vous récupérer cette information là ici, cette information là et je vais vous générer des choses. Et aujourd'hui on est plutôt sur des gens qui vont pousser des standards, pousser des données, qui vont être capables de travailler sur l'intégration de cette information là plus que comment je récupère l'information sur la machine. Donc on remonte d'un cran dans la logique et on revient un petit peu sur les problèmes de profil qu'on mentionnait dans le public tout à l'heure. La problématique vient plus à comment j'exploite ces informations-là que comment je les récupère. Donc c'était un peu la transition vers ces nouvelles façons de travailler. Et plus précisément, aujourd'hui, nous, le cœur des données qu'on doit commencer à remonter, c'est sur la disponibilité des machines, c'est remonter de l'information sur est-ce qu'on est capable d'avoir, combien de temps notre machine est disponible, combien de temps elle est capable d'être en mode production, est-ce qu'elle a des défaillances. Ça, c'est tout à fait on revient sur les problématiques de performance de tout à l'heure. Donc remonter cette information-là, c'est critique. Et c'est directement intégré également, comme le mentionnait Julien, sur de la démarche de vente derrière. On bascule vers des modèles de vente au service plus que de vente de machines et d'équipements. Ok, on change de sujet complètement et on passe sur les robots. Chez Messelec, vous avez mis en place cette cobotique, je sais pas. Robotique. Ouais. Pour faire quoi? Et qu'est-ce que ça a amené comme impact chez vous? Alors chez Messelec, on a pris le parti depuis quelques années en fait d'essayer de robotiser un maximum nos usines, alors avec différentes vocations et différents souhaits. Le premier souhait, évidemment, c'est en termes de conditions de travail. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'essayer de remplacer par un robot ce que peut faire un collaborateur, un opérateur. Non pas forcément qu'il le fasse mieux, mais surtout qu'il le fasse en se faisant moins mal. Un robot, globalement, quand il va chez le docteur, on lui change une pièce, ce qui n'est pas tout à fait la même chose sur un être humain. Donc ça, c'était la première chose. Historiquement, c'était vraiment l'une des premières ambitions. Et puis de plus en plus, donc chez Messelec, on a pris le parti en fait d'intégrer des équipes de roboticiens dans nos collaborateurs. Donc c'est vraiment une fonction qui est complètement internalisée chez nous. Et de fil en aiguille, on se dit ok, bon bah c'est bien, donc on remplace globalement ce qui est pénible par un robot, certainement un jour par un cobot, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer comme avantage pour nos clients? Et ce que je disais tout à l'heure, quand on parle d'industrie du futur, on pourrait penser qu'industrie et futur est antinomique, et notamment en France. Et au contraire, moi je pense que l'industrie du futur et cette industrie 4.0, on a tout ce qu'il faut en France et notamment aussi dans cette belle région pour défendre la fabrication française. Et le robot, il va nous permettre une deuxième chose, c'est qu'il va nous permettre d'être compétitifs, puisqu'aujourd'hui, ce qui est pas fait par un être humain, ça me permet d'avoir des collaborateurs autour, mais ça me permet aussi, nous, ce qu'on appelle chez nous, de travailler en temps masqué. Et le temps masqué, en termes de compétitivité, dans un compte de résultats, alors je suis désolée de parler un petit peu de finance, mais dans un compte de résultats, c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on essaye à chaque fois de dire, pour un client, quand j'ai un projet, de diminuer en fait la taille de série de fabrication sur lequel on va robotiser des opérations. Donc là, où vous parliez, vous, en industrie 3.0, de grand équipementier automobile, ce qui n'est pas du tout le métier de Messelec, parce qu'on est une PME qui s'adresse certes à des grands donneurs d'ordre, mais sur des tailles de série, ce qu'on va appeler moyenne, du millier aux centaines de milliers, donc pas du tout des cadences auto. C'est dire en fait comment j'abaisse le seuil en deçà duquel je peux quand même robotiser par rapport à des opérations manuelles. Et voilà, et comment j'apporte ça aux clients pour défendre ce qu'on sait faire.
Oui, bien sûr, on le sait. On pèse aussi, bien sûr. Hein, beaucoup. Oui, j'espère. Beaucoup. Je voulais juste rebondir sur cet aspect robotisation, suppression de l'emploi, etc. On a l'habitude chez Pressia Molène de recevoir des groupes de lycéens ou d'étudiants. Voilà, les gens qui demandent à visiter notre usine, on essaie de les recevoir dans la mesure du possible. On a de belles installations, donc c'est toujours intéressant aussi. Et la dernière fois, c'était en fin d'année, il y a effectivement des personnes qui se sont rendues sur une partie du site de production sur lequel alors on appelle ça un robot, c'est pas un vrai robot, c'est un bras, comme vous en avez certainement vu beaucoup aujourd'hui. La particularité de notre métier, c'est qu'on doit ajuster nos instruments de pesage, et pour ajuster nos instruments de pesage, on utilise des poids ou des masses étalons. Alors pour ceux qui se baladent un peu sur les brocantes, vous avez peut-être vu ces fameuses boîtes où on a des petits poids en laiton qui servent à ajuster les instruments. Alors suivant la portée de l'instrument, les poids ils vont être de 1 kg, de 10, de 20, voire de quelques tonnes. Et pour les manipuler, pour faire les essais, on a investi dans un bras manipulateur en fait, qui fait les essais de manière automatique. Et effectivement, il y a une lycéenne qui a dit, mais voilà, vous êtes dans le truc, vous investissez dans des robots, et puis finalement, c'est plus du personnel vivant qui fait le travail, etc. Alors ce que je leur ai expliqué, c'est que en fait, le robot, il était en train d'ajuster des instruments qui étaient à destination d'un gros marché, pour nous, qui est la Poste. Et si on n'avait pas mis en place cet outil qui permettait de gagner du temps au niveau de la phase d'ajustage, ce marché-là, on l'aurait certainement perdu. Et ensuite, j'ai pris la fille par la main et je l'ai amenée à un autre poste où il y avait des gens qui fabriquaient ce qu'on appelle des indicateurs de pesage, qui assemblaient des cartes électroniques, des boîtiers. Et je leur ai dit, si on n'avait pas investi dans ce robot-là, effectivement, on n'aurait pas pu récupérer un petit peu de résultats et continuer à travailler sur d'autres instruments qui, sans cela, seraient probablement arrivés des pays asiatiques, parce que voilà, c'est pas les mêmes coûts de fabrication, etc. Donc, voilà, c'était juste un petit exemple comme ça. On rebondit assez facilement. Les robots, c'est pas simplement pour supprimer de l'emploi, c'est aussi pour améliorer notre résultat et pouvoir investir dans d'autres activités. Alors, je rebondis parce que c'était pas du tout l'objectif de ce que je voulais expliquer. Donc si ça, voilà. Évidemment qu'aujourd'hui les collaborateurs ont une part vraiment importante dans nos organisations. Et moi, ce que je dis souvent au travers de cette industrie 4.0, le terme que j'aime bien utiliser, c'est le digital. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, c'est l'alliance de deux concepts. Et l'un va avec l'autre, et je pense qu'en effet, quand vous rappeliez cette petite tranche d'histoire qui est importante, le travail qui était fait à la chaîne historiquement, certes, de plus en plus, et va être de plus en plus fait, à mon sens, par des robots et des cobots. Par contre, là où on apporte de la valeur ajoutée, là où on a des opérations qui restent soit très précises, soit etc., alors même si le robot peut faire, mais bien évidemment que nos opérateurs et nos collaborateurs ont 200% d'impact. Et justement, par rapport à l'emploi et par rapport au métier de roboticien, vous trouvez facilement, localement, des roboticiens? Joker. Le recrutement est un point sensible. Je crois qu'aujourd'hui, on a tous des difficultés de recrutement. Donc les roboticiens, comme les autres postes, sont des postes pénuriques. Donc après, c'est un autre sujet, c'est travailler sa marque employeur. Très bien, exactement. Et ça fait trait à la conférence d'hier sur l'irréputation. Exactement, on fait le lien. Sylvain, chez Carry Electronic, l'industrie 4.0, sur quoi tu la positionnes? Alors, nous, effectivement, on est une PME de moins de 50 personnes. Donc, j'ai pas forcément une équipe pour pouvoir travailler au quotidien sur les nouveaux outils que nous amène l'industrie 4.0. Donc, il faut qu'on soit pragmatique. Et effectivement, on va réfléchir fortement ROI, retour sur investissement, sur tous les plans de progrès qu'on va mener en lien avec l'industrie du futur et avec les nouveaux outils qu'on va amener. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, on est en train de passer effectivement d'un certain nombre d'années où on a tous mis en place du lean management dans nos ateliers, qu'on a apporté des méthodes issues de Toyota pour améliorer notre productivité, mais qui finalement ont demandé très peu d'investissement. Par contre, l'industrie 4.0, elle en demande. Elle peut être assez gourmande. Et quand on est une PME comme la mienne, où on fait que de la petite série, on a beaucoup de références différentes à traiter, mais en très faible volume. Donc c'est impossible d'automatiser, d'industrialiser, pour être encore plus général, une ligne de produits spécifique. Et ce qui est intéressant avec l'industrie 4.0, c'est que vous l'avez compris, on parle beaucoup de données et on parle beaucoup de transversalité entre les métiers. Et l'enjeu pour nous, ça va être de trouver sur quelle, activité, quelles tâches sont transversales à tous mes clients
et finalement que je fabrique une carte qui va aller dans un avion ou une carte qui va aller sur une machine jet d'encre, et ben finalement il y a une partie d'opération, une partie d'information qui va être commune. Et donc il faut qu'on arrive. Le premier exercice, c'est trouver ces points-là, trouver ces tâches qui sont communes et qui vont amener finalement un gain pour l'ensemble de mes clients. Donc on parle de digitalisation, c'est le premier axe de progrès sur lequel on a lancé un plan d'action en début d'année. Effectivement, un petit peu comme le fait Cruiser, on va amener de l'information directement à nos opérateurs via des tablettes pour qu'ils puissent réagir, prendre leurs décisions beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui et avoir l'information directement disponible au poste de travail. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est aussi la robotisation, bien sûr, mais la robotisation à nouveau, je le répète, de tâches transversales à l'ensemble de mes clients. Donc ça peut être de la robotisation d'un vissage, mais ça va être aussi de la robotisation de la facturation, de la saisie de commande, de l'envoi d'accusés de réception. Et il faut avoir aussi en tête, effectivement, que ça, c'est toutes des tâches à faible valeur ajoutée, entre guillemets, que l'intelligence artificielle va nous permettre de simplifier ou d'automatiser. Dans ton témoignage, j'ai vu, tu as pas mal parlé des opérateurs, donc leur métier évolue. Je crois que Théo avait fait référence aussi à ce métier-là. Selon vous, le métier des opérateurs, qui vont être amenés à travailler avec des robots, des cobots, qui vont être amenés à travailler de plus en plus avec le numérique, comment on arrive à les impliquer, à les former à ce qui leur métier évolue, et comment vous y prenez pour faire ça? Je crois qu'il y a vous avez certains conseils, certaines bonnes pratiques que vous avez mis en place. Je pense notamment en termes d'interface, en termes de formation. Est-ce que vous avez imaginé des choses? Je me permets de reprendre la parole et puis je la céderai après. La première étape, c'est comme tout projet de changement, c'est pas faire du top-down, c'est pas d'arriver d'en haut et de balancer ça dans l'atelier de production, c'est de le faire avec les gens, avec les utilisateurs. Et oui, moi dans mon entreprise, j'ai identifié qu'ils étaient souvent en train de chercher des dossiers de fabrication qui perdaient du temps, donc je veux leur amener l'information directement au poste de travail et qu'ils n'aient plus à la chercher. Mais pour que ça soit efficace et pour que je sois sûr qu'ils l'utilisent, on le met en place avec eux, comment on va positionner l'écran pour pas que ça leur gêne au moment où ils travaillent et quelles sont les informations qu'ils veulent avec eux. Et finalement, quand on va dire qu'on implémente avec eux, la formation, elle se fait automatiquement. Et justement, forcément, on est obligé de poser la question en termes de sécurité. Est-ce que ça change des choses sur la sécurité des données? Est-ce que ça change des choses sur la sécurité d'avoir mis une tablette chez les opérateurs qui peuvent se dire tiens, une tablette, je vais aller sur Internet? C'est possible, c'est pas possible, c'est compliqué? De notre côté, c'est vrai que c'est une des premières remarques qu'ont eu les opérateurs, c'est cool, je peux remettre la radio et aller à côté. Notre objectif, ça a été de leur expliquer et de travailler avec eux pour leur montrer que c'est un outil de travail, qu'ils ne s'en servent pas pour s'amuser. Et derrière, bon, bien sûr, on a sécurisé toutes nos données, vous parlez de sécurité. C'est sur un serveur en interne, on n'a pas accès de l'extérieur de l'entreprise sauf certaines personnes. Et au final, on a restreint aussi les accès sur les tablettes, c'est-à-dire que on a certains sites, certains documents auxquels les opérateurs ont accès, certains outils de recherche, mais c'est tout. Ils ne peuvent pas se balader sur Internet comme ils veulent et aller faire n'importe quoi avec les données qu'on a dans l'usine. Et puis ils ont un téléphone dans la poche de toute façon. Alors nous, on a sur le déploiement de solutions RFID également ce problème que je mets dans le sac de la sécurité, c'est tout ce qui est données à caractère personnel, flicage. Et donc là, on est contraint de travailler en amont en faisant du security by design avec tout ce qui est conformité au règlement RGPD. Donc on doit dire pourquoi est-ce que on met en place la solution, la décrire, quelles sont les données collectées, dans quel but, combien de temps on va les garder. Ça, c'est un des premiers volets sur lesquels on est souvent interrogé. Et puis le deuxième, quand on met en place des solutions cloud, donc là vous hébergez les données chez vous, mais quand on a des systèmes partagés, par exemple, entre clients-fournisseurs, eh bien, où sont localisées ces données? Est-ce qu'elles sont en Europe, aux États-Unis ou autres? Et comment sont réalisées toutes les opérations de sauvegarde, gestion de la redondance ou autre? Donc ça, généralement chez nous, c'est traité par contrat au départ et on prend un engagement là-dessus, à la fois sur la conformité vis-à-vis du RGPD. On aide finalement nos clients à
créer le dossier, quoi. Et puis tous les aspects donc hébergement, comme je viens de le dire. Merci. Alors la parole est aussi maintenant à vous. Hein. N'hésitez pas à lever la main et dire j'ai une question. S'il y en a une. Il y en a une. Patrice. Oui, je voudrais poser la question au présentateur. Est-ce que vous, dans l'agile manufacturing, parce que c'est aussi l'autre terme qu'on utilise pour l'industrie 4.0, vous prenez en compte aussi les dimensions de lead time, d'empreinte carbone, bien sûr de coût et d'agilité, puisque et agilité. Comment vous prenez dans chacune de vos industries? Alors peut-être plus précisément à Madame de Meslec, parce que moi je travaille aussi dans la robotisation de certaines phases, et c'est vrai que pour nous la partie leading time est importante, mais aussi réduction de l'empreinte carbone. Alors oui, bien sûr, enfin, pour nous et intrinsèquement pour Messelec, parce que ça fait pleinement partie de nos stratégies, l'impact RSE environnemental est partie prenante et prépondérant. Après, le lien avec l'industrie du futur, on le fait en fait dans les actions et dans ce qu'on peut mettre en œuvre. On pense systématiquement, bien évidemment, à l'empreinte carbone qu'on va avoir. Et au-delà de l'empreinte carbone, moi je suis très attentive à l'impact sociétal qu'on peut avoir. Voilà, donc après, c'est comment on mélange les deux et comment on mélange les genres. Mais ça se fait très naturellement à partir du moment où on a une sensibilité en fait par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Juliette? J'aimerais savoir si parmi vous, vous avez l'expérience de la réalité augmentée sur vos lignes de production. Je pense en particulier à tout ce qui relève de l'information pour les opérateurs, par exemple un mode de fonctionnement de machine, en cas de problème, les questions fréquentes auxquelles vous apportez des réponses. Est-ce que vous avez introduit ce genre de choses sur vos machines? Je pense en particulier aussi par le biais de code, de puces RFID. Voilà, j'aimerais savoir. Manifestement non. Si, peut-être. Moi non, la petite expérience qu'on en a eue, parce que c'est des choses qu'on regarde, j'avoue que ça donne un peu le tournis encore. Donc, voilà. Juste pour compléter, pardon, Julien, je te laisse la parole après. Donc nous, on l'a pas mis en place la réalité augmentée, mais dans le cadre de la mise en place de notre projet Industrie du Futur, on est allé visiter différents industriels, dont Radial, avec une très belle usine dans le nord Isère. Et donc eux, étant le groupe Radial et avec la force de frappe qu'ils ont étudié toutes les technos disponibles via l'industrie du futur. Et celle-là, ils ont dit on n'y retouchera que dans 3-4 ans. Parce que pour eux, aujourd'hui, c'est pas assez mature et ça leur apporte pas assez de plus-value. Donc c'est une techno intéressante, mais aujourd'hui, il y a encore un petit peu à travailler au niveau des acteurs qui développent la réalité augmentée pour que ça soit intéressant à notre niveau d'y mettre le doigt. Alors nous non plus, on ne l'a pas mis en place. Par contre, on a vu dans les visites qu'on fait chez certains prospects des sociétés qui l'ont mis en place. Alors c'est pas encore un déploiement, c'est plus une preuve de concept. Mais pour le moment, on a plutôt vu des fabricants de machines qui utilisent ces systèmes-là pour aider leurs techniciens à l'autre bout du monde à récupérer de l'information, un plan de câblage pour pouvoir dépanner des machines qui tombent en panne. Donc c'est la disponibilité de la machine, mais c'est plutôt pour éviter les coûts et pour éviter d'avoir quelqu'un de très spécialisé aux quatre coins du monde, d'avoir un technicien de premier niveau connecté en remote avec le gourou de la machine et l'envoyer, auquel cas si la panne est déclarée. C'est plutôt ça qu'on a vu comme projet. De complément. Est-ce que je peux dire qu'on l'a pas utilisé non plus? Mais par contre que vous allez le faire. Non, mais il y a effectivement beaucoup de choses autour de ça. On commence à l'utiliser nous plutôt pour des opérations à caractère marketing. Voilà, parce que il y a effectivement beaucoup d'intérêt. Si vous arrivez sur un salon avec de la réalité augmentée, vous attirez beaucoup de monde, etc. Alors il y a la réalité augmentée, il y a aussi la réalité virtuelle. On est en train de travailler nous sur la mise, je dirais, en réalité virtuelle de certains de nos gros instruments
pour éviter de les présenter physiquement sur des salons. Et en plus, sur un salon, vous ne pouvez pas représenter le produit qui se déplace à l'intérieur, évidemment. On ne va pas amener 3 tonnes de graines pour montrer comment ça marche bien les instruments Precia. Et du coup, on a cette capacité non seulement de virtualiser l'instrument, mais également le contexte, de voir des bateaux qui arrivent, etc. Et pour l'instant, il y a ces aspects-là. Et puis je pense que le deuxième aspect, c'est l'aspect formation. Effectivement, je rejoins ce que vous disiez, où là, pour la formation à distance, les nouveaux techniciens, c'est quelque chose qui va arriver, et qui va arriver probablement, à mon avis, avant que ça atterrisse directement dans les lignes de production, à mon avis. Et les 3 exemples que j'avais en tête, moi, c'était sur la formation, sur du marketing publicitaire presque, sur de l'image de l'entreprise qui se positionne, et le 3e sur de la maintenance assistée, en fait. Pascal, une question. Ouais, juste pendant que tu te déplaces, en complément de la question de madame, c'est que aujourd'hui, ce qu'on met en place, c'est quand même beaucoup plus ce que décrivait Julien sur de l'aide aux techniciens, c'est redescendre le niveau de complexité, amener beaucoup d'informations pour que un opérateur moins qualifié puisse intervenir sur la machine, et ça se fait à travers plus de mise à disposition de vidéos au niveau de la machine, beaucoup d'informations, prise de commande à distance, et c'est plus ça qu'on recherche aujourd'hui que de la réalité augmentée, qui est quand même, je pense, effectivement un cran au-dessus en termes de timing. Mais... Oui, bonjour, Pascal Maguire. J'ai une question pour rebondir insister un peu sur l'aspect agilité. Comment vous mettez en place la conduite du changement? Est-ce que ce sont des petits îlots, puis après les gens ça rayonne derrière? Est-ce que les opérateurs sont acteurs eux-mêmes, ou est-ce que c'est décrété en haut par un consultant extérieur, etc.? J'aimerais vous entendre là-dessus. Parce que ce sont des entreprises de production. Chez vous, il y a du monde, et le moindre temps passé à discuter, c'est du temps passé à ne pas produire. Oui, alors pour nous chez Groudé, j'ai entendu tout à l'heure aussi de votre part, on a impliqué dès le début les opérateurs en leur demandant qu'est-ce qui les intéressait, qu'est-ce qui serait important pour eux de digitaliser, et en quoi justement le numérique ou l'industrie 4.0 pourrait les aider. À partir de là, on a commencé effectivement, comme vous dites, à faire un îlot pilote. On a fait une ligne de production qui était équipée. On l'a déployé, on l'a laissé tourner avec cet équipement pendant 3 mois. Ensuite, pouvoir avoir déjà un premier retour un peu important de données de production. Une fois qu'on a vu que c'était assez bien rentré dans les mœurs et facile d'utilisation, effectivement, on lance le déploiement sur le reste de l'usine. Donc on y va petit à petit, on n'a pas dit d'un seul coup, allez go, on y va, et on fonce sur cette solution. Moi j'avais une question, certains d'entre vous se baladent un petit peu à l'étranger aussi. Est-ce que vous considérez que notre pays et notre territoire drômois, comme ça a été évoqué, se positionne correctement, prend de l'avance, rattrape un retard? Oui, je sais, c'est une question un peu pénible. Et sinon, une deuxième question, si... je me la tape, celle-là. Bon, je voyage pas plus que ça, mais clairement, on a un retard par rapport à l'Allemagne, hein. Faut pas se leurrer, c'est de moins en moins, mais on avait un retard, je me reprends, merci. On avait un retard sur la partie automatisation et robotisation, justement des années 80, où là, ils ont été très très bons. L'industrie 4.0, ils ont été des pionniers, c'est eux qui ont mis en place le nom et qui ont lancé ça avec une force de frappe assez importante mise en œuvre par l'État. Mais nous, on a un tissu de start-up assez incroyable, une dynamique avec de l'innovation de partout, qui fait qu'on est en train de rattraper notre retard et de se différencier sur plein de pans de la mise en place de l'industrie du futur dans nos entreprises. Et donc on a un vrai enjeu, et en Drôme tout particulièrement, on le voit à travers un French Tech in Vials qui est très dynamique, et Ardéchois, pardon. Heureusement, je suis entouré par 2 Ardéchois et je l'oublie. Oups. Notre territoire. Voilà, notre territoire. On y est très sensible. Je complète en tant qu'Ardéchoise aussi, donc on ne peut pas parler que de la Drôme. Hein, mais pardon, vous êtes en effet entouré par 2 Ardéchois. Au-delà de ça, moi j'ai vraiment l'impression, et je trouve vraiment une dynamique très importante de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, c'est un axe majeur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et à ce titre-là, je pense que c'est très bien porté. Vous êtes des représentants de la French Tech, vous portez le petit coq rouge avec ardeur, nous on porte le coq bleu de la French Fab. Ces 2 labels qui ont été créés assez récemment sont pour moi véritablement le symbole des ambitions de la France. Et ça remonte aujourd'hui jusqu'au gouvernement et
jusqu'à nos politiques. Et c'est voilà, aujourd'hui, il faut qu'on soit nous les acteurs. On est en train de rattraper l'Allemagne. L'Allemagne, en plus, de l'autre côté, a un ralentissement de son économie dont on peut tirer parti, dont on peut tirer profit. Et je crois qu'il y a une carte à jouer pour nos industries. Merci. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Oui, depuis tout à l'heure, en fait, on parle beaucoup de données, de traitement de ces données en temps réel. Ça implique une grande niveau de disponibilité des serveurs, des réseaux d'entreprises. Comment est-ce que vous avez traité ce sujet-là? Alors, sur cette partie-là, c'est un métier à part. Hein, les prestataires infra sont là pour ça. Ils sont là pour dimensionner les réseaux, les serveurs, que ce soit sur le cloud ou chez le client. C'est quelque chose qui se modélise. C'est mathématique. Hein, c'est combien j'ai de données à transférer, à quelle fréquence, quel est le volume que j'ai par jour, sur 24 heures, par mois. Donc tout ça, c'est du dimensionnement en fait. Hein. Après, il faut dimensionner aussi de même les serveurs répliqués. Mais on est dans un volume de données plus important qu'avant, ça c'est sûr. Au niveau des ERP, on le voit, et au niveau des systèmes d'information. Maintenant, c'est quelque chose qui se modélise assez facilement via les prestataires infra ou des sociétés spécialisées là-dedans. Après, à nouveau, effectivement, on peut remonter toutes les infos dans le RP, mais est-ce que ça a vraiment un intérêt à chaque fois? Alors qu'aujourd'hui, on a des outils finalement pas très très chers, et on peut l'avoir au poste de travail, ou en tout cas au lieu où on en a besoin, et finalement l'information, on a besoin qu'elle soit retravaillée en local, et on peut avoir un serveur embarqué sur une carte électronique, bien sûr, par exemple, mais tout simplement, voilà, un serveur localisé sur le poste de travail qui, lui, va faire son intelligence locale, retravailler l'info et la redigérer, et finalement, on n'a pas besoin d'un énorme serveur parce qu'on veut absolument remonter toutes les données. Il n'y a peut-être aucun intérêt, il y en a peut-être certaines qui doivent être traitées en local, donc ça, il faut le prendre en compte pour éviter, effectivement, d'avoir un bunker avec un data center à l'intérieur. Donc on sent bien que vous êtes à un virage tous, là, vous prenez un virage, que ce soit dans le modèle d'affaires, que ce soit dans la techno, que ce soit dans vos façons de travailler. Est-ce que, elle a encore une question un peu pénible, est-ce que vous pensez que nos jeunes, ils sont prêts à ce virage-là? Est-ce qu'ils sont formés à ce virage-là? Est-ce que c'est une chance pour nous? Ok. Est-ce que les gens dans l'assistance ont des réponses? Alors après, c'est un autre grand débat, et je pense que ça mériterait une table ronde à part entière, qui est la formation des jeunes, et des jeunes qui arrivent sur le marché du travail mélangés à des générations Y, Z et je ne sais pas quelle lettre on va inventer après. Aujourd'hui, nos jeunes ne sont malheureusement, à mon sens, plus assez formés à nos métiers. Alors encore plus dans les usines. Ils n'ont pas très envie, comme vous le disiez, mon voisin ardéchois, ils n'ont pas forcément très envie de venir travailler dans des usines. Je pense, et encore une fois, ça n'engage que moi, que cette industrie 4.0 est une opportunité. C'est une opportunité pour donner une autre image de ce que sont les industries, au sens très très large, et que du coup, ça va donner de l'appétence à plein de nouveaux métiers qui sont en train de se créer. Et j'espère que les programmes de l'éducation nationale iront dans ce sens-là. Vous avez cité la French Fab, la semaine dernière, c'était la semaine de l'industrie, qui était thématisée French Fab. Et il y a des visites de collégiens, des visites de lycéens, des visites de demandeurs d'emploi qui sont venus dans les entreprises avec des yeux en disant mais c'est ça en fait une usine. Ah ouais. C'est ça une usine. Ah, c'est pas tout noir. Non, ce n'est pas tout noir. Oui, et peut-être pour rebondir sur ta question, Christophe est parti, mais c'est peut-être le moment aussi de faire un petit clin d'œil au campus numérique que vous soutenez à travers le Moulin et la French Tech, où on a mis un premier axe qui était sur ce que vous aviez lancé sur la partie plus web design, la partie un peu sexy du numérique, et où la deuxième séance est plutôt orientée sur des gens qui vont pouvoir travailler sur de la partie industrielle, sur la partie codage, sur des systèmes industriels. Effectivement, il y a un campus numérique qui s'est créé à Valence et qui forme aujourd'hui des futurs codeurs-développeurs industriels. Donc c'est aussi en réponse à vos demandes en fait.
en réponse aux demandes des personnes du groupe qui disent mais on ne trouve pas, on cherche et on veut. Est-ce qu'il y a une remarque? Juste encore un petit rebond après ma collègue ardéchoise, en essayant d'être meilleur cette fois. En fait, l'impression qu'on a quand on reçoit des étudiants ou des collégiens, c'est qu'en fait, ils ne connaissent pas le monde de l'entreprise. Ils ne savent même pas ce qu'est une entreprise aujourd'hui. Et quand ils arrivent dans une entreprise, ils sont extrêmement étonnés. La première chose, c'est vraiment de l'étonnement. Et je pense effectivement que l'arrivée de l'industrie 4.0 et cet aspect digital sera effectivement un lien entre les nouvelles générations qui vont arriver sur le marché du travail et l'entreprise. Ça, j'en suis véritablement persuadé. On va peut-être imaginer un monde Fortnite dans nos usines. Une question dans l'assistance. Si vous deviez, je sais, je suis spécialiste des questions pénibles, une bonne pratique, si demain vous deviez dire à une personne dans l'assistance qui s'intéresse à l'industrie 4.0, une bonne pratique, un conseil, une idée. L'humain au cœur de la transformation. Et puis toujours commencer par, j'irai par le besoin, c'est trivial, mais certains voient beaucoup de technologies, blockchain, intelligence artificielle, et démarrent leur projet en disant il m'en faut. Et en fait, c'est plutôt l'inverse. Évidemment, c'est quelles sont les premières problématiques, les trois plus gros problèmes, et puis chercher à les résoudre en utilisant ces nouvelles technologies, mais surtout pas l'inverse. Ouais, moi, pour ma part, je pense que c'est, en plus de ce que tu disais, c'est l'implication de tout le monde et la consultation de tous, parce qu'au final, tous les systèmes vont s'imbriquer un peu les uns dans les autres. Et donc, c'est pas laisser un service ou une partie de côté, c'est vraiment essayer de voir comment on peut digitaliser, mais dans le global de l'industrie, de l'entreprise. Juste un petit mot pour dire que probablement qu'aujourd'hui, toutes les technologies sont au point. Elles ne sont pas forcément liées à un business model. On a par exemple chez Precia intégré dans nos indicateurs de pesage des capacités de se relier à des réseaux de type Sigfox ou LoRa. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces réseaux-là qui permettent d'envoyer de petites quantités de données à des intervalles relativement longs pour des systèmes autonomes, etc. Ça, on l'a embarqué aujourd'hui dans nos systèmes. La question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Et bon, je suis obligé de me retourner un peu vers moi-même en disant le marketing n'a pas encore d'idée. Donc ne pas se précipiter sur des nouvelles technologies parce qu'elles sont effectivement matures, qu'elles existent, etc. La première question, c'est quel est le business model? Une fois qu'on a trouvé le business model, en plus, ça sera très facile de trouver les solutions techniques adaptées. Voilà. Oui, ben, je souscris pleinement à ce qui vient d'être dit. C'est effectivement le besoin et l'usage qui doit tirer vos projets Industrie 4.0 et pas un potentiel cobot ou potentielle lunette de réalité augmentée. Il faut surtout pas partir à partir de la techno, mais il faut vraiment partir de l'usage, du besoin, des problématiques. Et je pense que ça a été très bien dit avant. Je m'y fais. Et pour rebondir sur ce que dit Sylvain, je pense que c'est une fois qu'on a pensé la partie problématique, c'est regarder la problématique sur une vue plus solution système, c'est être pas uniquement sur une toute petite focale, un outil ou une problématique locale, regarder quel est l'impact global, en incluant forcément la dimension humaine et l'impact de changement humain qui arrive avec. Et puis penser ouvert aussi, c'est-à-dire que c'est des technos qui incitent à s'interconnecter, à s'ouvrir, donc il faut trouver une solution pour avoir des solutions qui soient dans l'écosystème et pas quelque chose qui soit vraiment spécifique à notre environnement. Je voudrais juste rajouter que dans l'histoire, les révolutions passent toujours par les phases ridicules, dangereuses, évidentes. Toutes les révolutions sont passées par là. Je ne sais pas si on est dans la phase ridicule ou dangereuse, mais peut-être que dans 10-20 ans, ça sera une évidence d'avoir cette industrie-là. Alors on est peut-être au début, sûrement, mais oui, voilà, comme ce qui a été dit, c'est intéressant de voir ce que peuvent proposer ces technologies 4.0 et de voir ce que vous pouvez en faire dans votre entreprise. Je vous remercie pour vos interventions là-dessus. Alors je pense qu'il y a pas mal d'idées là avec le French Fab, la French Tech. Je pense qu'on a pas mal de tables rondes
qu'on va pouvoir planifier dans les prochaines semaines, notamment autour de tout ce qui est métier, compétences et images de l'industrie. Est-ce que vous avez une dernière question? Tout bon? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aussi retrouver chacun de ces témoins-là qui ont globalement tous un stand. Donc n'hésitez pas aussi à leur poser des questions plus précises sur leur propre activité et leur propre mise en œuvre de l'industrie 4.0. On vous remercie beaucoup et merci à vous.